Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter des beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et c'est mon honneur de vous présenter aujourd'hui une entrevue avec un des experts des systèmes optiques. Il a travaillé 17 ans comme ingénieur système pour des senseurs optiques dans le domaine des capteurs spatiaux, de surveillance de l'environnement, de l'astronomie et de la défense, et puis encore 7 ans comme responsable du développement technologique et commercial. Bienvenue, Frédéric Grandmont. Merci. Donc, il n'y a aucune autre manière de commencer ça. On s'était déjà parlé au préalable pour avoir une idée, pour me permettre un peu de comprendre, c'est quoi un peu les enjeux, puis c'est quoi un peu à quel point on peut parler de la météo, là, un podcast, parce qu'il y a des gens peut-être qui doutent de ça. Mais il n'y a aucune autre meilleure manière de commencer ça que d'adresser directement les plaintes que les gens ont en général par rapport à la qualité de la météo et la précision. On entend tout le temps ça, là, puis je le sais je savais qu'il y en avait plus à ça, là. Le monde dit souvent: ah, la météo est imparfaite, ça change sur un 10 cents. Tu sais, selon toi, depuis, mettons, les 20 dernières années, la qualité de la météo, est-ce qu'elle s'est améliorée et comment? Et est-ce que tu serais capable de chiffrer approximativement cette amélioration-là ou réduction-là? Ben, je pense que, comme tu l'as dit, hein, la météo, on aime ça casser du sucre sur le dos des météorologues. Il y a un biais d'observation. Quand la météo ne fait pas notre affaire, on est fâché après la prévision. Mais si la prévision se réalise comme prévu, c'est juste naturel, puis on le remarque pas plus que ça. Mais il y a des organismes très, très sérieux qui mesurent de façon quantitative la qualité de la prévision. C'est facile parce qu'à tous les jours, on fait une prévision. Puis après ça, on a le vrai résultat de la prévision. Fait qu'on peut comparer le résultat avec la prévision. On peut comparer la prévision 24 heures, la prévision 3 jours, 5 jours, 2 semaines. Puis on peut établir des métriques quantitatives sur la précision de la prévision, que ce soit en différence de température moyenne pendant la journée qui était prévue, en quantité de pluie, en force de vent. Fait qu'il y a tout un ensemble de métriques qui peuvent être utilisées pour mesurer ça de façon précise et quantitative, puis sur plein de sites, parce que la plupart des modèles météo ont tendance à être globales, puis à prédire sur une grande superficie, donc par exemple à la grandeur des États-Unis, fait qu'en plus on peut faire des comparaisons, puis retirer de l'information sur plusieurs sites. Et donc, les études montrent que la qualité de la prévision météo d'année en année, avec les nouveaux sensors, tout ça, ça s'améliore. Si on remontait dans le temps de vos grands-parents, il n'y avait pas de prévision 2 semaines, ou s'il y avait une prévision 2 semaines, ça valait pas plus cher que de se faire tirer aux cartes. Probablement, j'ai rien contre les tireurs de cartes, là, mais euh, c'était un peu un guess. Mais aujourd'hui, quand même, dans la prévision 2 semaines, on a un peu plus que 50% d'accuracy, je pense. Puis sur les prévisions plus court terme, la précision est quand même assez bonne. C'est ça, tout ce préambule-là, je pense que c'est difficile de, de répliquer à ça. Tu sais. Je me demandais, tu sais, ben exactement où que tu t'en allais avec tout ça. Puis c'est ça, quand on avait parlé, c'est ça que tu m'avais dit que des fois, c'est ça, c'est la quantité d'informations, la quantité de senseurs est assez astronomique. Mais Il y a peut-être des gens qui font des avant, thèses de doctorat juste là-dessus, là, ouais. faire des analyses quantitatives. Fait que Il y a beaucoup pendant- de. Ça a l'air d'être un domaine avec beaucoup de statistiques. Excuse-moi de t'interrompre là, de ce que tu me disais. Je suis pas très bon en statistiques. Ça m'a pas été. Ça peut être important quand même, là, ben, très, très important dans nos domaines. Mais ce que tu me disais, puis ce qui m'avait surtout surpris, c'est justement que historiquement, puis peut-être qu'on peut y aller un peu comme ça, un peu en chronologie. Là, je trouvais ça intéressant comment tu me l'avais raconté. C'est qu'historiquement, on avait le principe de l'expert. Là. Tu me disais que là, bon, le gars, il arrive à la télé, il engage un expert, puis lui, il regarde un peu les données météorologiques vraiment environnantes, vraiment les statistiques du moment, puis qu'il va faire une prévision. Il va dire, OK, moi ça fait tant d'années que j'habite ici, je connais à peu près les courants, je connais le cycle des vents, et je suis capable de vous donner ça avec un ordre de grandeur X. Euh, comment tu penses qu'on est sorti un peu de cette méthode-là? Qu'est-ce qui a amené le changement de ça vers autre chose? Mais tu sais, depuis toujours, les gens ils reconnaissent, à force d'habiter un endroit, tu reconnais des patterns particuliers. Tu sais, comme nous autres, dans notre région au Québec, les vents dominants sont d'ouest. On appelle quelqu'un qui est à Montréal et dit hey, qu'il a commencé à faire beau, la pluie est finie, puis on se dit ah ben dans une couple d'heures, ça va s'en venir à Québec, puis il va faire beau à Québec. Fait que, tu sais, ces patterns-là existent déjà. Euh, les météorologues avant l'ère de la météo numérique, c'était des gens qui recueillaient une certaine quantité d'informations,
Depuis longtemps, on utilise des radars à pluie dans les aéroports. Tous les aéroports sont équipés d'excellents radars pour être capables de voir venir les orages puis prévoir est-ce qu'il faut qu'ils retardent des vols, ils devancent, il faut qu'ils redirigent le trafic aérien. Fait qu'eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont bien équipés. Fait qu'on a ces radars-là qui suivent toutes les cellules de pluie, les cellules orageuses. Puis ensuite de ça, il y a un ensemble de petites stations météo là, qu'on ne remarque pas nécessairement, là, qui sont distribuées un peu partout sur le territoire canadien et aux États-Unis. Puis ça nous donne des données de pression barométrique. Puis ça donne la distribution des crêtes de haute pression, les crêtes de basse pression, ce genre de choses-là. Puis on peut voir ces phénomènes-là s'en venir. Puis une fois qu'on connaît un peu le pattern de comment ces crêtes-là amènent le beau temps, le mauvais temps, ben, on peut faire une forme de prévision que je dirais plus peut-être qualitative. Puis là, il y avait des bons météorologues puis des moins bons météorologues parce que lui, il y a un feeling pour décoder ces informations-là. Puis, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment la même chose. C'est rendu des modèles par élément fini. On digitalise l'atmosphère en un paquet de petits cubes d'air qui ont une température, une pression, un taux d'humidité donné. Puis on a encodé dans presque de l'intelligence artificielle, mais dans des gros algorithmes complexes, la façon dont les cubes d'air vont interagir les uns par rapport aux autres. Un cube d'air plus chaud va avoir le goût de monter, un cube d'air plus humide va absorber plus de radiation solaire et va avoir tendance à élever sa température plus rapidement. Puis, en suivant l'historique de ce modèle par élément fini-là de l'atmosphère, on va être capable de le projeter dans le futur avec les équations de la thermodynamique, puis Navier-Stokes et autres. On va être capable de projeter dans le futur qu'est-ce qui va arriver. Et à ce moment-là, les météorologues deviennent des interpréteurs ou des vulgarisateurs de la sortie des grands modèles météo qui sont roulés par les grandes agences nationales. Le modèle par élément fini, c'est peut-être important de le mentionner, pour eux qui ne le sauraient pas. Moi, de ce que j'ai appris des modèles par élément fini, c'était en structure, puis en étudier les résistances des composantes machines ou des pièces mécaniques, étant mécaniques. Puis, comment on le voyait, c'est que bon, tu as comme une grosse matrice de points vides et que là, tu t'ajoutes des intrants et que là, tu fais des calculs et que chaque point a une solution et qu'ensuite, ça impose une solution au point adjacent. Fait que là, toi, tu me parles d'une matrice de météo. Tu dis que ça change dans le temps, c'est 3D. Fait que là, on avait dit que c'était 4D. Là, c'est comme 4 dimensions. C'est quoi, dans le fond, à peu près la taille de ces cubes-là, à peu près, si on parle de mètres? Non, on parle plus de kilomètres. Fait que souvent, le modèle météo, il va avoir différents, j'ai le terme anglais, le meshing, là, le différents grillages. Le modèle global, il va avoir un grillage plus coarse. Puis plus on va s'approcher, mettons, d'une prévision locale où on veut répéter plus finement, où on veut avoir plus de détails, on va mêcher plus fin, on va granulariser plus fin dans l'espace spatial. Mais à la base, le modèle, il vient de comment on a numérisé les paramètres de l'atmosphère. Puis là, il y a différents senseurs qu'on utilise pour créer le modèle numérique puis le renouveler parce que ça n'arrête pas d'évoluer, puis on veut le remesurer un peu tout le temps. Donc, ces sensors-là vont fournir des espèces de carottage. C'est comme si on faisait du carottage là, à partir de l'espace là, pour aller chercher des profils atmosphériques, humidité, pression, température. Puis c'est avec ces carottages-là qui sont renouvelés over and over par les satellites qu'on va renouveler le modèle puis rerouler le modèle avec des données plus récentes. Fait que c'est ça, c'est que c'est les capteurs, c'est l'ère des capteurs, c'est l'ère des technologies qui nous a sorti un peu du paradigme du gars expert qui estime ça au pif, dans le fond, c'est un peu ça. Bien, un des premiers usages qui a été découvert par les satellites, les Russes ont lancé Sputnik dans l'espace, puis là, tout le monde s'inquiétait parce que soudainement, il y avait un objet russe qui se promenait dans l'espace aérien américain, puis c'était pas permis de faire ça, mais là, dans l'espace, il n'était pas capable de l'arrêter, fait que ça, c'était comme la grosse panique, mais un des premiers usages, une fois qu'ils ont été là, c'est qu'ils ont dit on va faire de l'espionnage, on va prendre des photos. Puis la première chose que tu t'aperçois quand tu veux faire de l'espionnage, prendre des photos de la Terre, c'est que c'est plein de nuages. Fait que finalement, la plupart du temps, tu ne peux pas observer ton target parce qu'il y a des nuages. Mais d'un autre côté, les météorologues, eux, ils ont dit oh wow, c'est le fun, j'ai une vue de la couverture nuageuse en tout temps.
Je vais être capable de mieux prédire l'ensoleillement parce que je vois la cellule nuageuse, je vois son déplacement. Fait que très, très, très rapidement, un des premiers usages qui est sorti pour la météo, pour les satellites, c'était la météo. Et puis les militaires, eux, étaient très friands de données météo parce que pour planifier des opérations au sol, tu les planifies en fonction de la météo. Tu peux vouloir créer un élément de surprise par rapport à de la pluie, ensoleillement, pas, sortir à un moment. Fait que les données météo, en fait, dans ce domaine-là, là, rapidement, les militaires ils ont dit oh, ça nous intéresse, en même temps qu'ils étaient là-dessus. Puis après ça, les applications suivies qui ont suivi, mais pendant un grand bout de temps, c'était des imageurs. Fait que quand on regardait les nouvelles le soir, là, quand j'étais plus jeune, on voyait toujours la carte météo, puis on voyait les nuages, puis la Terre. Euh, mais de plus en plus, les sensors se sont développés. Puis jusqu'au point où aujourd'hui, on est capable, avec des senseurs qu'on appelle des sondeurs atmosphériques, c'est des appareils en utilisant la lumière qui vont être capables, à très grande distance, parce qu'ils orbitent à peu près à 800 quelques kilomètres de la surface de la Terre, ils vont être capables de sonder, d'extraire un profil atmosphérique, une espèce de carottage de l'atmosphère, où on va donner la température de l'air à environ, je vous dirais, mettons à tous les kilomètres ou à tous les 3 kilomètres. Et puis, cette température-là, on va la connaître extrêmement précisément. Là, on parle plus précis que 1 degré Celsius, 0,1 degré Celsius en calibration absolue. Même votre thermomètre à l'extérieur de la maison que vous avez, peut-être numérique, acheté chez Canadian Tire, il n'y a pas cette précision-là, puis il est assis dans l'air. Alors, être capable de faire cette même mesure-là à partir de l'espace à 800 km, Ouais. ça tient un peu du surnaturel. Puis, il y a des gens qui peuvent dire ouais, mais dans le fond, vous ne le savez pas tant que ça. Vous pensez que vous mesurez la température, puis vous êtes peut-être complètement dans le champ. Ouais. Ce n'est pas le cas parce que c'est vérifié. On utilise pour ça des ballons sondes. Alors, euh, les satellites, eux, font des mesures en continu de toute la surface terrestre. Puis, à plein d'endroits sur la Terre, les agences météo lancent ce qu'on appelle des ballons sondes. Fait que c'est des espèces de petits ballons, je dirais 1 mètre, 2 mètres, gonflés à l'hélium. Puis, eux emportent une espèce de chaîne d'appareils de mesure, des senseurs de température, des senseurs de pression, des senseurs d'humidité. Puis, ils vont venir faire des mesures in situ, c'est-à-dire dans l'environnement, en s'élevant dans l'air très, très haut. Alors, ils vont monter plus haut que les avions. Puis, ils vont faire un carottage, mais vraiment à l'intérieur de l'atmosphère. Puis, on va pouvoir comparer ces mesures-là à celles des satellites. Puis, c'est très, très, très important que les mesures qu'on recueille des satellites aient ce genre de précision-là et qu'on les compare d'un senseur à l'autre. Parce qu'il y a un senseur qui va. Ça fait comme des pleurs d'orange. Là. On se promène puis on échantillonne la Terre en quartier d'orange au fur et à mesure où on orbite autour. Bien, il y a un satellite, lui, supposons, il ne faut pas qu'il donne 1 degré Celsius de plus que son voisin, parce que là, tu vas avoir un modèle 3D avec des échelons entre les différents méridiens, puis là, ça va devenir un peu étrange. Fait que les senseurs, en eux, ils sont très bien calibrés. Souvent, ils repassent au pôle Nord en même temps. Ils vont faire des mesures d'intercomparaison. Fait qu'on a vraiment des moyens pour confirmer que ces systèmes-là sont très précis. C'est ça, j'étais curieux, c'est ça, une des questions que j'avais, c'est pourquoi la technologie des ballons météo est-elle toujours employée et très répandue si à ça on a accès à des satellites? Mais tu as dit la réponse, c'est que on a besoin pour vérifier, veut pas, ces hautes technologies-là, ces satellites qui sont très loin des données, très En loin des fait, capteurs puis de l'air réel. dans le temps où on avait les imageurs, on n'avait pas de moyen de profiler l'atmosphère, puis d'ajouter de l'information en couche. Fait que les radiosondes, ça, c'était connu depuis longtemps. On lance des ballons stratosphériques depuis les années 60. Donc, c'est quelque chose qui est venu assez vite là, dans l'ajout de données. Ce n'est pas très dispendieux, c'est facile à implémenter. Donc, il s'est fait un paquet de stations aux États-Unis, même sur des bouées en mer. On va lancer des systèmes comme ça. Mais on ne lance pas les ballons à partir de bouées, mais à partir de sites en mer, il y en a qui sont lancés sur des îles. Puis ça a toujours été, puis ça a toujours fait partie du mix de données que les météorologues absorbent. Quand on est arrivé avec l'ère des satellites qui font ce même genre de mesures-là, qui est quand même plutôt récente, là, dans la dernière génération, on parle de 2006 en montant, euh, il n'y a pas eu de grand effort pour dire on cancelle toutes les autres stations, ça ne coûte pas si cher que ça nous rassure parce qu'on recopie des mesures. Ça donne quand même une meilleure granularité que le satellite parce que là, tu peux même mesurer à tous les mètres.
Fait qu'on ça a été conservé, là. Mais c'est fou de penser qu'il y a des quand même, on parle en milliers là, de ballons qui sont lancés à chaque jour à travers la planète Et avec ces systèmes-là. C'est fou. on, on doit les récupérer à chaque fois, probablement. On les laisse C'est pas une partir bonne question. dans le C'est vide. des ballons qui retombent. Il n'y a pas de brûlage dans l'atmosphère. Là, ils n'arrivent pas à 30 000 km/h. Là. Fait qu'ils OK. retombent au sol. Mais je ne serais pas surpris qu'il y en ait plusieurs qu'on récupère pas tant. Mais En ils sont morceaux équipés assurément de balises GPS. Puis, de tout ça. mais c'est une bonne question. OK. On devrait faire une petite recherche là-dessus. OK. Quelle sorte de pollution qu'on a avec les ballons. C'est radiosonde. Le keyword sur Internet, c'est radiosonde. OK. Euh, weather balloon. Ben, weather balloon, vous allez voir, Je là, vais il y a me des le pages prendre en note. Wikipédia là-dessus. Je vais me prendre une note. Parfait. Puis là, pendant qu'on est sur le sujet des ballons, avant d'aller plus loin là-dedans, il y a tellement des questions que je veux te poser, puis une conversation qu'il faut qu'on ait par rapport à tout le reste. Mais là, je pense que c'est un bon moment pour le demander au podcast. Ça fait longtemps que je cherche une opportunité de le demander à quelqu'un au podcast. Le maudit ballon qu'on voyait aux nouvelles là, aux États-Unis, là, Ah ouais! qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'était un ballon de météo J'aurais tellement ou voulu des... être interviewé par les nouvelles. Là. Je trouvais ça tellement drôle, tout ce qui se disait. Là, les gens qui disaient Ah, c'est un ballon espion, puis tout ça. Faut vraiment pas connaître la difficulté d'opérer un ballon stratosphérique qui est gigantesque. Là. On parle mettons, la taille d'un terrain de tennis, là, une fois gonflé. Là. Puis les vents à haute altitude sont très forts. Là. Imaginez-vous juste essayer de tenir une voile de kite. Là. Moi, je fais un petit peu de kitesurf. Là. 5 mètres, puis s'il vente le moindrement fort, tu vas partir avec. Là. Je veux dire, il n'y a aucune chance que tu contrôles une affaire de main. Fait imagine-toi un ballon qui a la taille d'un terrain de tennis dans un vent à 60-80 km/h. Je veux dire, les Chinois, ils savaient clairement que ce ballon-là allait se ramasser au-dessus de l'Amérique. Ça, c'était évident parce que les courants l'envoyaient là-bas. L'autre élément qui est clair, c'est qu'il était équipé de panneaux solaires, ce qui est seulement requis si tu prévois un long vol. Si tu ne prévois pas un long vol, tu es correct avec des batteries, tu n'as pas besoin de te donner le trouble Ouais. d'aller mettre des panneaux solaires après ton affaire. Si tu mets des panneaux solaires, c'est parce que tu sais que tu veux rouler longtemps. Fait que ça va très bien qu'il l'envoyait au-dessus des États-Unis ou qu'il avait des bonnes chances de se rendre par là-bas. Mais est-ce qu'il avait prévu avant de partir qu'il allait espionner tel site puis tel autre site? Ça, c'est de la pure folie. C'est complètement débile. Mais en se promenant au-dessus des États-Unis, s'ils sont à 40 km, c'est sûr qu'ils vont peut-être croiser des sites intéressants et qu'ils vont prendre des photos, mais je veux dire, ils opèrent des satellites espions avec des miroirs potentiellement plus grands que ça. Ils peuvent faire, oui, de l'écoute électronique puis retransmettre des données par satellite, mais c'est clairement pas une méthode d'espionnage intelligente, stratégique. Fiable. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, ça va prendre combien de temps avec les États-Unis le détectent. Jusqu'à quel point les systèmes de détection américains sont aiguisés et que ça déclenche une alerte. C'est bien Ouais. plus ça qui est important pour eux autres de savoir, OK, si, mettons, j'avais besoin de lancer un swarm puis de déployer des drones de manière pas chère, jusqu'à quel point les Américains vont me détecter si je vais niaiser au-dessus de leur territoire. Fait que je trouve ça vraiment cheap shot que les Chinois n'aillent pas appeler. Quand ils ont dit, ah, c'est un ballon scientifique, n'importe quoi. Je veux dire, si s'ils avaient perdu la trace de leur ballon, ils auraient tout de suite appelé les États-Unis et dit Hey, on s'excuse, il y a un objet de grande taille qui va rentrer dans votre airspace. Euh, je veux dire, on est vraiment désolé. Nous autres, on en lance des ballons, puis il ne faut vraiment pas qu'ils s'en aillent en Russie parce qu'on va déclencher un incident Ouais, diplomatique. ouais. Absolument qu'on les couche avant ça. Fait que, OK. c'est sûr qu'ils le savaient. Puis quand ils ont dit qu'ils étaient frustrés que les Américains l'aient tiré, c'est du n'importe quoi aussi. C'était sûr qu'en allant là-bas, ils allaient se le faire descendre. Mais je pense que les États-Unis ont attendu qu'il ait fini sa ride pour le regarder, voir s'il y avait des capacités de manœuvrabilité, parce qu'en le détruisant tout de suite, il allait probablement manquer de pouvoir analyser ses capacités. Fait qu'ils savaient qu'il n'était pas dangereux. Ils l'ont regardé aller. Puis une fois qu'il était au-dessus de l'océan, il avait fini sa ride. Probablement qu'il avait fini de manœuvrer s'il voulait avoir des petites capacités minimalistes de manœuvrage. Là, ils l'ont descendu. C'est ça, ok. Fait que là, au début de ce que tu disais, mon internet il a comme coupé. Je pense que ça va être conservé dans le vidéo. On va sûrement tout garder dans le vidéo. Je pense que les auditeurs vont entendre, mais moi, j'ai comme pas entendu le début. Mais de ce que je comprends, de ce que tu viens d'expliquer, c'était fascinant. Donc, c'est probablement, assurément, un objet chinois, Ah oui. du gouvernement chinois ou bon.
et c'est plus utilisé comme un genre de test de Ouais, leur part puis il en pour avait lancé d'autres. tester, puis ils en avaient lancé d'autres, OK. Puis Mais c'est intéressant celui-là, que il a tu disais été ouais, vu par les gens. Puis ouais, là, c'est ça, OK. wow! Moi, je pense que les Américains, à travers cet événement-là, ils se sont rendus compte que leur radar n'était pas très bien réglé pour ce genre d'objet-là. Tu sais, sur un système radar, il faut que tu files. Tu peux pas paniquer au moindre objet. Il y a un oiseau qui va passer, il y a un kid qui va faire voler un drone. Tu sais, à un moment donné, tu as des alertes tout le temps. Fait que c'est pas vrai que NORAD, les radars sont allumés puis ils bipent à n'importe quel objet. Il y a des filtres informatiques qui sont rajoutés par-dessus ça. Puis je pense qu'ils se sont rendus compte que ces genres d'objets-là, ils n'étaient pas flagués, ils n'étaient juste pas Ouais. détectés, ils ne recevaient pas de warning. Puis il a fallu que des civils disent Hey, il y a un ballon là-bas, c'est quoi? Puis là, faites une coupe de recherche, puis là, qui a lancé des ballons? Puis non, c'est la personne, puis là, on l'inspecte, puis là, on se rend compte que non, ça n'a pas l'air de personne. Puis là, on retourne dans les archives de données radar, parce qu'ils archivent tout. Puis là, on Ouais. suit à l'envers la trajectoire, puis on s'aperçoit qu'il arrive du Pacifique. Fait que là, OK. C'est comme ça, je me demandais comment on sait que ça vient de là avec certitude parce que moi, tu sais, il y avait plein d'affaires. Ah, c'est-tu des extraterrestres? Ça vient de quel pays? Mais c'est ça, Non, fait tu qu'ils ont été capables de reprocesses les données lire brutes, les données, ouais. mais là, tu as juste ton fil pour capturer l'objet puis le suivre dans tes données archivées. Puis là tu le Wow! traques. Fait que ça veut dire qu'ils Mais gardent toutes les données brutes de ça. Ça doit être énorme comme stack de données, oui, comme il doit y backup de avoir des données. putains d'archives. C'est Mais tu sais, je veux fou. dire, la défense américaine, là, tu niaises pas qu'eux autres, là, sont Ah, ils ont du sérieux. budget. Ils ont du budget, Ils probablement. ont du budget. Ils ont beaucoup de budget. Mais OK, fait que c'est fascinant. Fait que c'est ça, fait que c'est vraiment ça, puis fait que là, ben, c'est intéressant de voir que des 2 côtés, il y a comme un peu un apprentissage, là. OK, c'est un genre de ballon espion chinois, mais les Américains, on a peut-être appris des leçons aussi. Fait que c'est Ouais. comme ça revient un peu à égalité finalement. Pas égalité, mais tu sais, ça revient comme à nul finalement. Il y a peut-être rien qui en sort de ça au final, vu que les 2 bords en apprennent un peu. Fait que Les ouais, Chinois testaient les Américains, puis les Américains, ça leur a pris du temps à le trouver, à le ouais, c'est détecter. ça. Il a fallu que des civils les alertent, genre. Puis ils se sont rendus compte, à Ouais. posteriori, en retournant dans leurs archives, qu'il y en avait d'autres des ballons qui avaient passé au-dessus des États-Unis, puis qu'il y en avait manqué Ouais! d'autres. Ah ouais, c'est ça que tu disais. Puis ah ouais, c'est ça. Fait que puis c'est passé aux nouvelles au début, ça veut dire? C'est ça, c'est que les nouvelles, les civils, c'est eux qui ont appelé. J'ai Ben, pas c'est sûr suivi que le les début. militaires, ils iront pas sur la place publique pour dire Hey, ben oui, on n'était pas bon, si on détectait pas les affaires, tu sais, ils Ouais, iront pas passer pour des oufs sur la place publique. Mais je suis sûr qu'ils en ont tiré des leçons intéressantes. Puis là, les ouais, Chinois, ils en relanceront pas un autre parce que là, ils vont les pogner puis ils vont dire Hey, là, ça suffit, là, ça fait 2 fois que tu me fais le coup. Là. ouais, c'est ça. Fool me once, Mais c'est ce qui est paradoxal, c'est que tout le monde a capoté parce qu'il y avait un objet dans l'airspace américain qui était comme à, mettons, 35 km. Mais à 400 km par 300 km, ça passe non-stop là, au-dessus ouais. des États-Unis. Là, puis c'est des affaires chinois avec des satellites qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessus, bien mieux équipés que le ballon qu'il y avait là. Là. Ouais, OK. Ouais, c'est vrai. Ben là, c'est Probablement ça. pas nécessairement pour l'écoute électronique, parce que ça, c'est plus le fun quand tu es plus proche, mais pour des observations, mettons de l'imagerie, Ouais, c'est super, là, l'imagerie qu'on a avec l'Ukraine, là, avec toutes les constellations. Je veux dire, il y a une attaque d'avion, le lendemain matin, ils demandent des images pour voir si l'avion a été détruit, il est-il à moitié détruit, un petit peu détruit, y a-t-il un aile cassé, on a toute cette information-là, là. On n'a pas besoin d'avoir des espions russes pour savoir ça, là. Des espions ouais, c'est ça. américains aussi. Là. Ils ont déjà des satellites finalement pas mal partout, là, puis c'est quand même peut-être un bon moment pour embarquer justement un peu dans ce sujet-là, parce que toi, de ce que tu me disais, ils ont à peu près, il y a comme 2 sortes, 2 grandes familles de ces satellites-là. Eux, il y a des sortes qui sont peut-être plus globales puis qui font des genres de tranches d'orange verticales. Puis ça, je pense que c'était les Ceux-là, c'est en fait, stationnaires ou c'est l'inverse, là? ouais, pour la météo, parce qu'il y a toutes sortes de satellites d'observation de Ouais, la Terre. Là. Vraiment, il y a tout un zoo maintenant là, avec le privé qui est embarqué dans la parade, là, qui a beaucoup plus de satellites que les gouvernements, ceci étant dit, soit dit en passant. Euh, mais pour les agences météo, eux, ils possèdent des satellites à eux, exclusivement dédiés à la météo. Puis normalement, ils en ont deux séries. Les pays riches en possèdent. Le Canada, est-ce qu'on possède des satellites météo au Canada? Non. Non. OK. On n'en possède Ça, c'est pas. clair. On est très chanceux parce qu'on reçoit les données météo gratuitement de nos amis les Américains, les Européens. Ceux qui possèdent des satellites météo, c'est ça, c'est les Américains, les Européens, les Indiens, les Sud-Coréens, les Chinois, les Russes, puis les Japonais. Les Brésiliens s'en sont fait donner des vieux Américains qui servaient moins, qui étaient... parce que les Américains, ils en ont même des spares en orbite, eux autres. S'il y en a un qui pète, poc, ils le remplacent Il par y en a un un autre. autre.
Puis on parle de satellites qui valent, mettons, un satellite, là, 200-300 centres Vidéotron. Ouais, c'est vrai. Ouais, Un c'est assez satellite. impressionnant. C'est fou, ça. Ouais, juste un. Fait qu'il y en a, Fait puis il y en a tellement, là. Ouais. ben, les Américains en opèrent 2 ou 3 en orbite basse qui font. Eux autres, tout ce qu'ils font, là, t'imagines, tu as le Soleil, tu as la Terre, puis le satellite, lui, il tourne en orbite polaire. Fait qu'il pôle sud, pôle nord. Puis lui, par rapport au Soleil, son orbite est fixe, ça ne peut pas tourner. Là. T'as pas, ça prendrait de l'énergie. Là. Un corps en orbite, il garde son plan orbital, puis il ne tourne pas. Mais on est Mhm. chanceux, la Terre en dessous, elle tourne. Fait que la Ah, Terre, fait elle qu'on peut tourne, elle fait un tour en couvrir. 24 heures. Fait que le satellite, lui, par rapport au Soleil, il se place dans un angle. Tu sais, mettons, s'il était direct en ligne avec le Soleil, ben, il orbiterait à midi. Puis si tu le tournes un peu, ben, il peut orbiter à 10 heures le matin ou à 2 heures l'après-midi. Fait que là, il en met un à 10 heures le matin, qui spin comme dans l'angle de 10 heures le matin. Il y en a un qui spin au soleil de midi, puis un autre qui spin au soleil de 3 heures. Fait que là, ils vont rafraîchir la donnée à 10 heures le matin, à midi, puis à 3 heures. Puis eux autres, ils vont faire, comme on disait, des genres de pleurs d'orange, puis ils s'organisent que la largeur qu'ils voient quand ils passent à l'équateur, ben, le satellite faire son orbite, ça prend à peu près 1 heure et demie. La Terre, elle tourne en 1 heure et demie divisé par 24 heures, mettons, de tour. Là. Puis dans ce tour-là, elle, à la base, à l'équateur, elle s'est déplacée d'à peu près 1400 km. Quand tu repasses, tu es 1400 km à côté de ta traque Ouais, d'avant. Tu es quand vraiment même. loin. Fait que si tu as une grosse fauchée, c'est difficile d'avoir 1400 km. Mais à 800, tu es à 800 km, tu regardes 1400, c'est un assez gros angle. Là. Fait que tu essaies de Ouais. ramasser tout ça, puis c'est là, que tu fais comme une tranchée de 1400, puis tu remontes en haut. Fait qu'eux autres, ils sont proches, puis ils voient de proche, ils ont une bonne résolution, on va dire, spatiale. Puis ils voient très bien toute la boule jusqu'au pôle Nord. Il y en a une autre série qui est en géostationnaire. Puis là, en géostationnaire, il faut que tu ailles vraiment loin, là, genre 36 000 km. C'est comme le dixième de la distance Terre-Lune. Tu n'es pas à 800, tu es à 36 000. Fait que tu es vraiment beaucoup plus loin. Puis là, tu n'es plus en orbite polaire, tu es en orbite équatoriale. Puis tu tournes à la même vitesse angulaire que la Terre. Donc, tu vois toujours la même portion. Mais tu n'arrêtes pas de changer d'heure parce que tu suis la Terre. Fait que tu n'es pas à 10 heures ou à midi ou à 2 heures. Tu changes d'heure avec la Terre. Avec Tu la vois Terre, la ouais. Terre la nuit, puis après ça, tu revois la Terre le jour. L'avantage de ce satellite-là, c'est que tu le parques au-dessus d'un méridien, mettons la Floride ou Hawaï. Les États-Unis n'ont deux, ils font l'ouest des États-Unis puis l'est des États-Unis. Puis tu peux constamment renouveler ton image avec un refresh rate de, je sais pas moi, 15 minutes, une demi-heure. Fait que quand il y a un ouragan, puis qu'ils veulent suivre la trace, ben là, ils n'arrêtent pas de la remesurer, l'ouragan, puis ils la regardent toutes les 15 minutes. C'est merveilleux. Alors que le satellite orbite basse, lui, il la voit à 10 heures, une passe, mettons, il la regarde pendant 2 secondes, puis il va la revoir demain matin à 10 heures. Entre les deux, il ne sait pas en tout où est-ce qu'est rendu l'ouragan. Fait que c'est vraiment complémentaire, ces deux satellites-là. Puis la série de satellites qui est à l'équateur, elle ne voit pas très bien les pôles. Elle ne voit pas les pôles, en fait. Puis elle ne voit pas très bien le Canada parce que l'angle de visée devient comme trop angulé. Fait que On est trop on est loin de chanceux, nous autres, l'équateur. au Canada, toute notre civilisation est collée sur la frontière américaine. Puis les senseurs en géostationnaire, ils font comme une espèce de rectangle autour des États-Unis, parce qu'ils s'intéressent aux États-Unis. Tu sais, c'est des Ouais. satellites américains, ils sont pas là pour ramasser tout. Mais ça donne qu'ils pognent toutes les villes canadiennes dans leur Nice. rectangle, à peu Yes. près. Yes. Fait que, mais mettons, Montréal est mieux desservi que Yellowknife, parce que Yellowknife n'est Ouais. pas dans le rectangle, mais les Américains, ils font pas tant Alaska avec leur. Mais c'est sûr que les Ouais. Américains ont avoir tendance à penser que la météo est meilleure en Floride. Ben oui, géostationnaire, aussitôt qu'il y a de quoi qui se développe rapidement, ils s'occupent d'aller remesurer plus fréquemment la Floride quand que ça brasse. Mhm. Puis il ne fait pas Montréal, puis Québec, puis il n'en a Ouais, rien à c'est ça. cirer. Là. Il n'est pas tasqué par le gouvernement canadien, il est tasqué par la NOAA américaine. Ça appartient à eux, c'est ça. Fait que là, fait que géostationnaire, c'est celui qui est peut-être un petit peu moins précis quand tu vas en haut et en bas quand tu t'éloignes de l'équateur. Puis l'autre sorte, c'était Il est les précis mobiles. temporellement. Géostationnaire, il est précis temporellement, mais il est Ouais. très loin, fait que lui, il voit OK. moins de résolution spatiale. Celui Ouais. qui est proche, il est plus précis spatialement, mais il n'est pas précis temporellement. T'as un refresh de, c'est ça, mettons une heure et demie à peu près, tu disais. Mais ça, c'est incroyable quand même qu'ils fassent le tour en une heure et demie. Mais ça, c'est vraiment court. Mais ça va tellement vite, là, j'ai l'impression, ces satellites-là 30 000 mobiles. km/h. Comment? 30 000? 30 000 km/h. Tu sais, est-ce qu'à un 27 moment- 000.
Mais à un moment donné, ça a-tu tendance à se rapprocher tout un petit peu de la Terre? À un moment donné, ça se Non, désintègre-tu? C'est quand non, que ça si tu arrête? il y a la zone auto-nettoyante, là, tu sais, on dit l'atmosphère s'arrête à 100 km. Mais quand tu es en bas de 600 km, tu es comme dans la zone auto-nettoyante, comme un four auto-nettoyant. Le stock va retomber en dedans de 10-15 ans. Là. C'est OK. comme exponentiel. OK, je connais c'est la première fois que j'entends parler de ça, cette zone-là, de comme Ben, le c'est four un terme auto-nettoyant. maison, là, que je pense pas que c'est un terme consacré en OK, anglais. Là. OK. Mais c'est une zone où, à la limite, si ton satellite n'a pas de propulsion pour se déorbiter lui-même, l'atmosphère va se charger de le déorbiter. Ce qui va Éventuellement, il arriver, va en fait, tomber là-dedans, ouais. ouais, c'est que l'atmosphère, là, c'est comme une boule d'air là, qui flotte autour de la Terre, puis il y a un champ magnétique qui enveloppe tout ça. Puis quand le Soleil a des éruptions solaires, puis envoie comme des particules, puis tout, oh, le champ magnétique de la Terre se trouve à être perturbé par tout le champ qui arrive du Soleil, ça se peut que la boule d'atmosphère elle sorte à droite ou elle fasse une poche en arrière, ou elle va se déformer. Là. Puis là, ton satellite qui est comme à 600, à un moment donné, flac, il va rentrer dans une poche d'air qui n'était pas supposé d'être là, là. Puis là, oh, il va perdre de la vitesse. Puis là, il va comme passer une couple d'orbites à perdre de la vitesse. Puis là, il va baisser de 600 à 5,75. Puis là, 3 ans après, oh, il reprend un autre. Puis à un moment donné, quand tu arrives à 400, là, tu perds tout le temps. Paf, 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 paf. Là, tu redescends parce que tu es toujours en train de ralentir. Donc, tu n'as plus la bonne vitesse orbitale pour la hauteur que tu es. Ta courbe, elle se rapproche. Puis là, à un moment donné, tu l'échappes, puis là, tu te mets à spiraler, puis tu rentres en spiralant. C'est pour ça que si les traces étaient rentraient en trace directe, ils rentreraient à terre. Là. Mais parce qu'ils rentrent en spiralant, ben, à un moment donné, il chauffe, il flaque, il Ah, flambe. il éclate, OK. Ouais. OK, La fait que sinon, station c'est pour ça que c'est pas spatiale, dangereux, ouais. là, Ah, j'ai dit: «C'est pour ça que c'est pas dangereux», vu non. qu'il brûle dans Non. l'atmosphère. Parce qu'ils ne rentrent vraiment pas en trace directe. C'est pas vrai de, mettons, les missions Apollo, quand ils revenaient à Terre, là, les autres, ils n'arrivaient pas en spirale. Ils rentraient avec un papier angle. OK. Fait OK. que, puis en plus, sont bien shieldés. Là. Mais un satellite, ça rentre vraiment tangentiel. Là. Ça n'essaye Ouais, pas de rentrer à terre. Là. C'est tangentiel. Puis ça. Même quand il va brûler, là, moi j'en ai vu un cet été en vacances par hasard, un satellite qui nous a passé d'en face. Puis c'était vraiment bizarre. Là. On se wow. disait, oh mon Dieu, c'est un avion. Oh, elle est en feu. Paf! Elle explose. Eh! Puis là, je suis Wow. allé vérifier sur les sites. Puis c'était un satellite. Il y en a un ou deux qui rentrent par jour. Hey, En tout cas, c'est 5-6 par semaine. Mais ça donne pas souvent qu'on est placé pour les voir. Puis c'est vraiment horizontal. Tu n'as pas l'impression que ça s'en venait à ouais. terre comme une toile ou un bolide. C'est pas ça. C'est vraiment à l'horizontale. Puis là, tu allais parler, je pense, de la station, internationale. Est-ce que tu allais dire que Ouais. celle-là est comme propulsée pour Elle, rester tout le temps elle, ou la zone auto-nettoyante, elle est fun parce qu'il n'y a pas de débris permanent. Le stock, il retombe. S'il y avait une poussière, elle va retomber, puis le ménage se fait. Au-delà de 600 km, le ménage se fait pas. Là, le stock, il reste là forever. Fait que tu veux pas opérer la station spatiale à 600 parce que les astronautes, là, ils vont se prendre des flakes de peinture à 30 000 km/h dans le casque. C'est pas pratique. Il faudrait ah pas qu'ils se ouais, ramassent une botte, elle leur passerait bord en bord du saut, ouais. flac, ils mourraient instantanément. Eh! Fait que, fait que, tu veux les opérer dans une zone un petit peu plus propre. 400 km, c'est une zone plus propre parce qu'elle est dans une zone auto-nettoyante, à part quand le stuff rain down, comme on dit, là, qui redescend. Mais parce qu'elle est à 400 et qu'elle est grosse, elle ralentit tout le temps. Ils sont obligés de la remonter constamment, la station. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui s'accroche après, il redonne une poussée de gaz. Elle a ses propres propulseurs, mais il ramène du fuel en haut, il la remonte. Si tu regardes les graphiques d'orbite de Altitude ISS là, sur Google, tu vois, il y a tout le temps des. Ça redescend, POC, il remonte, ça redescend, POC, il remonte. Une dizaine de fois par année, il remonte. Parce que sinon, on tomberait à terre. J'entends. En dedans de 2-3 ans, ça serait fini. Fait que constamment, c'est ça, ils fournissent de l'énergie pour la garder à cette hauteur-là. Ouais. Fait que ça veut dire que toute l'histoire de la pollution spatiale, puis tu sais, c'est un sujet qu'on peut peut-être on peut peut-être embarquer un peu dans ce sujet-là rapidement, mais tu sais, tu m'avais dit que c'est vraiment un phénomène réel, puis ça va être un des enjeux qu'il va falloir faire attention dans le futur, mais ça veut dire que ça, c'est tous des satellites qui sont au-dessus de 600 km parce que ça reste Ouais. justement. toutes les, toutes les expériences universitaires, là, les CubeSats puis les petites patentes là, qu'on lance, tu n'as pas le droit de lancer en haut de 100. Là. OK. Ah, OK, Fait parce que, que justement, c'est il y a régulé maintenant, ça. zéro manœuvrabilité sur ta patente. Là. C'est bien le fun, là, mais je veux dire, pas question que tu rentres dans quelqu'un. Ben, on n'est pas encore super bon à réglementer l'espace. C'est encore un peu le Far West.
mais à tout le moins, il y a un accord tacite entre les pays que tu ne lances pas des petits satellites non manœuvrables en bas de 600. C'est genre, quand SpaceX, ils magasinent, ben pas, ils offrent des contrats de lancement, Mhm. ils vont te demander, tu t'en vas où? À quelle hauteur? Ah, tu t'en vas à cette hauteur-là, c'est qu'est-ce que tu as comme capacité de manœuvrabilité sur ton satellite? Ah, t'en as pas? Non, je te lance pas là. Parce que le gouvernement américain ne m'autorisera pas à lancer ma fusée. Parce que moi, il faut que je donne un rapport de tout ce que je vais lancer, à quelle hauteur, puis sur quoi, puis c'est quoi les capacités de cette affaire-là. Parce qu'en haut de 600, la défense américaine, eux autres, ils surveillent tout ce qui est gros qui vole. Ils ne surveillent pas les petits morceaux, les flakes de peinture et les bottes, ils ne sont pas capables de les suivre. Mais tout ce qui est gros qui vole puis qui peut causer une collision, ils les surveillent. Puis ils ont des super ordinateurs qui n'arrêtent pas de calculer les trajectoires. Puis ils cherchent des conjonctions, ils cherchent des conjonctions. Puis mettons, ils définissent un critère, tout ce qui passe en dedans de 300 mètres, on envoie un warning à l'opérateur. Parce qu'il y a une barre d'erreur. Les orbites, ils peuvent toujours changer. Si tu prédis dans une semaine que tu vas passer en dedans de 300 mètres, si le soleil, ça donne à avoir une éruption, puis que l'atmosphère a fait une poche, puis que toutes les orbites changent de place, ben là, t'es fourré, là, tu sais pas si tu vas le Tu pogner. sais plus. Il faut que tu recalcules tout avec des Fait, nouvelles données. fait que comme des Fait données météorologiques finalement, là, c'est comme ça peut être ouais, similaire, il faut tout le temps que tu refresh, il faut tout le temps que tu te ouais. tiennes à jour là-dessus. C'est un problème aujourd'hui parce que ça a toujours été la défense qui faisait ça comme pour surveiller, parce que les autres, ils le faisaient anyway. Ils voulaient surveiller tout ce qui. Aussitôt que les Russes font un lancement puis ils déclarent pas c'est quoi qu'il y a, ben ils suivent l'objet puis ils le tracent puis ils le perdent jamais. Là. Puis ils savent tous les satellites espions sont où puis tout ce qui est louche qui n'a pas été déclaré. Fait qu'ils faisaient déjà ça, mais là, le commercial embarqué, puis tout le monde lance son satellite, puis là, c'est un peu le zoo. Là, les autres sont rendus, attends une minute, là, j'en ai comme 100 000 à suivre. Là. Ouais, Ben, pas 100 000 satellites, là, on n'est pas rendu à ce nombre-là, mais ils suivent des plus objet. petits objets. Mais ils suivent, avec Space Fence, une des dernières générations de radars, ils sont capables de suivre plus de 100 000 objets. Mais ils en traquent régulièrement, là, où ils donnent les coordonnées, puis tout, là, mettons, on va dire 25-30 000. Puis ils font des analyses de conjonction. Mais là, à un moment donné, ils disent là, ça n'a plus de bon sens. Là, on n'arrête pas de recevoir des téléphones, le monde qui veut savoir hey là, tu peux-tu. On fait rien que ça avertir le commercial de tasser ton satellite. Puis il faudrait qu'il y ait une agence internationale qui s'occupe de ça. Là, parce que là, il n'y a pas d'autoroute. Là. Tout le monde va à la hauteur qu'il veut, dans la direction qu'il veut. Puis Fait que c'est ça les en ce moment, Israéliens, ouais. Ouais. les Israéliens, ils lancent à l'envers de tout le monde. Pourquoi? Tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire? ben, tu sais, la plupart des bases de lancement sont sur la côte est, parce que la Terre, elle tourne dans ce sens-là. Fait que si t'es pas pour avoir une orbite polaire, puis que t'es pour avoir mettons, on va dire un angle, là, ben, crime, utilise la rotation de la Terre, t'as déjà un bout de la vitesse de fait, là, pogne cet élan-là, puis ajoute un delta V avec ta vitesse de plus. Fait que la plupart des lancements qui partent de la Floride, si tu regardes leurs traces, ils partent vers l'est, au-dessus de Mhm. l'océan. Fait que faut que tu lances de la côte ouest, parce que si la fusée elle va mal, ben, tu vas l'exploser, mais tu vas être au-dessus de Ah ouais. l'océan. C'est pas que ça Les tombe. Ouais, Français, eux autres, ouais. puis les Européens, ils n'avaient pas de place. Ils ont dit fuck, où c'est qu'on va? Ils ont dit ah, on s'en va en Guyane française. OK. En Guyane française, parfait. Ils sont sur la côte ouest, ils sont proches de l'équateur. Plus tu es proche de l'équateur, plus que tu as un effet de slingshot. C'est merveilleux. Les Israéliens, eux autres, ils n'ont pas d'équateur. Fait qu'eux autres, ils lancent à partir d'Israël, mais ils lancent au-dessus de l'eau parce que si jamais la fusée tombait en pays ben non, arabe, ça pourrait être toute une catastrophe. Fait Oui. qu'ils lancent à l'envers. Ah ouais. Il annule la vitesse de la Terre, puis il regagne de l'autre bord. Mais c'est pas tout leur lancement, là, mais c'est comme juste un Ouais. exemple banal pour dire que il y a toutes sortes d'orientations, toutes sortes de. Il n'y a pas de police, il n'y a pas l'ONU, elle contrôle pas ça. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, tu sais, comme le spectre de fréquence, tu peux pas émettre à une fréquence donnée. Tu sais, les États-Unis réglementent leur fréquence, le Canada réglemente leur fréquence, tout ça. Là, il n'y a pas d'organisme de réglementation qui réglemente les orbites. Là. C'est comme, moi, j'ai décidé que j'allais voler à cette place-là, dans cette direction-là. La seule réglementation qui existe, c'est qu'avant de lancer, tu n'es pas assez cave pour aller lancer sur une orbite où tu risques de pogner un satellite à toutes les 2 tours. Là. Fait que tu vas choisir un orbite. Il y a des compagnies qui vendent ça, des analyses d'orbite, puis dire ouais, ça c'est clean, ça, cette affaire-là, lance-la. Puis qui vont choisir une place pour dire OK, ça c'est bon, je m'en vais là. T'sais. Fait que par définition, tu vas lancer ton satellite à une place qui ne va pas nuire à quelqu'un d'autre. Mais tu peux perdre le contrôle, tu peux avoir une anomalie de propulsion, puis tu peux avoir une collision. Puis là, quand tu as une collision, un objet devient 1000 objets dans 1000 directions différentes qui n'étaient pas prévues. Là, c'est pas drôle. Ouais, là, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. L'idée derrière la pollution de l'espace, c'est que c'est surtout dangereux pour
tout ce qui se passe là, puis aussi sur la Terre? C'est-tu un peu Fait que ça ou c'est juste qu'on va c'est une manquer bombe à d'espace? retardement. C'est parce que quand tu brises un objet, tant que c'est des gros objets manœuvrables, ben, à un moment donné, il commence à en avoir plus, là, mais c'est pas comme si des fois le monde il voit des photos disant mon Dieu, tu dois être en haut puis ça passe. Non, non, non. C'est immense l'espace. Fait que tu vois pas souvent un voisin. Là. Mais quand il s'en pointe un, il arrive à 30 000 km/h. Fait qu'il arrive vite en tabarouette. Là. Fait que c'est comme en physique, on dit la cross-section. Plus l'objet va vite, plus il y a de chance, plus il balaye un volume important parce qu'il va vraiment vite. Fait que, il n'y a pas beaucoup d'objets, mais ils vont tellement vite qu'ils balayent un volume important dans leur potentiel de frappe. Puis, quand il y a un objet qui en percute un autre, ben là, ton one objet devient plusieurs objets. Puis le bug, c'est que tous les débris vont partir dans des directions différentes. Ils vont tout être en orbite. Puis là, ça va faire comme un nuage qui grossit. Avant, tu avais un objet, puis là, tu vas avoir comme un genre de boule de débris qui va grossir, puis qui va tout continuer dans le plan orbital où est-ce qu'il y a eu l'explosion. Puis là, ton satellite, au lieu de balayer une cross-section de, je sais pas moi, 15 par 15 cm, là, il balaye, la première année, il balaye une cross-section de 5 mètres par 5 mètres. La deuxième année, 25 mètres par 25 mètres, tu sais. Puis là, ça c'est comme un essaim de plomb, là, qui se promène puis qui racle tout sur leur passage. ça fera, ça fera pas Ouais, sauter les autres satellites, mais si tu vois ton satellite, tu dis, moi, il n'y a pas de problème, mon satellite, il a de la propulsion, je suis capable d'y parler, puis tout, puis un matin, il croise cet essaim cette affaire-là. d'abeilles-là. Ouais, tu peux rien faire. C'est comme un shotgun, Ben là. là, C'est comme un mettons, nuage. ça prend rien que, tu sais, c'est des cartes électroniques, là. Ça prend rien qu'une bille de 2 mm qui passe à travers ta carte électronique sur une trace de power, puis c'est terminé, il n'y a plus de communication. Là. Puis le lendemain matin, ton satellite, c'est un nouveau space junk que tu peux pas changer d'orientation ou de position. Puis là, lui, ça devient un bullet incontrôlé. C'est. Fait que Ouais. c'est vraiment une bombe à retardement, un peu comme le problème des changements climatiques qui était une bombe à retardement parce qu'on foutait du carbone dans l'atmosphère de plus. Ça, c'en est un autre, puis c'est pas un problème qui touche les gens présentement. Fait que c'est dur de conscientiser le commun des mortels par rapport à ce problématique-là. Personne n'est au courant de ça. Mais c'est un vrai problème. Ben oui. Mais contrairement, c'est ça, au changement climatique, comme tu viens de dire, que là, tu sais, mettons cet été, là, ça c'est peut-être un bon moment pour embarquer ça dans ma question, mais tu sais, cet été, la chaleur cet été, c'est assez incroyable. Puis tu sais, c'est comme une des premières fois depuis quelques années que c'est comme on va dire le commun des mortels, n'importe qui avant ça disait, croyait pas à ça. Là, c'est comme irréfutable. T'as comme pas vraiment d'argument, j'ai l'impression, pour dire que ça se peut pas, tu sais. C'est vraiment triste parce que quand tu es dans ce domaine-là, là, tu te rends compte que le réchauffement climatique, là, c'est niveau première année. Là. Je veux dire, c'est Ouais. la Terre. Si je mets une balle de fer dans l'espace, à la distance de la Terre, OK, qui est infiniment froide, on va dire à 0 Kelvin, OK, puis je la fais apparaître là à distance de la Terre. On imagine que la Terre n'existe pas. Qu'est-ce qui arrive? Tout l'espace autour d'elle est à 3,7 Kelvin. Fait qu'elle, s'il n'y avait pas de soleil, sa température, elle augmenterait jusqu'à 3,7 Kelvin. À quel moment elle serait en équilibre radiatif avec toute la sphère céleste qui l'entoure, qui est à 3,7 Kelvin? Parce qu'il y a de l'énergie qui arriverait sur elle. Elle chaufferait à 3,7, mais elle garocherait son énergie dans l'espace, mais elle en recevrait autant qu'elle en garoche, puis elle stabiliserait là. Là, tu allumes le soleil. Là, il y a un petit coin de la sphère céleste qui est à 5800. Fait que tout est à 3,7, sauf ce petit rond-là, qui fait 0,5 degrés de diamètre, qui est à 5800. Lui, il chauffe ta balle. Là, ta balle, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Mais pourquoi ta balle ne monte pas à 5800? Mais c'est parce qu'il faut qu'elle tombe en équilibre radiatif entre le petit peu qu'elle reçoit de 5800 puis tout le reste à 3,7. Guess what? Elle va stabiliser autour de 10 degrés Celsius quand tu es à distance de la Terre, 0. Je l'ai déjà demandé à un gars en mécanique chez nous en élément fini, sors-moi, c'est quoi la température de stabilisation d'une balle de fer à distance de la Terre? Puis là, si tu peux faire l'expérience de dire, je vais changer son fini de surface, je vais la peinturer en noir ou je vais la peinturer en blanc, ben là, la température va changer. Parce que si ta peinture en noir, elle va émettre mieux vers. Si tu réussis à émettre une peinture qui reçoit bien la chaleur solaire, mais qui émet pas bien dans l'infrarouge, parce que la chaleur solaire, elle arrive principalement dans le visible. C'est là que l'énergie du soleil rentre. Puis ton corps, lui, il faut qu'il réémette sa chaleur pour tomber en équilibre thermique
dans l'infrarouge. Lui, c'est sa façon de garrocher son énergie. Mais si tu mets un gel coat qui empêche ça, puis qui laisse rentrer le solaire, il va falloir qu'elle monte plus avant de retrouver son équilibre. Fait que rien de bien ésotérique là, dans le réchauffement climatique. Là. Les gaz à effet de serre sont transparents. On ne les voit pas. Donc, le soleil il rentre comme si de rien n'était sur la Terre. Il continue de chauffer la Terre, pas de problème. Mais la Terre, elle, son mécanisme pour expulser la chaleur puis trouver son équilibre radiatif, c'est de domper de la chaleur dans l'infrarouge. Ben, ces gaz-là, ils absorbent dans l'infrarouge. C'est comme ça qu'on les observe avec les satellites. On observe leur spectre d'absorption dans l'infrarouge. C'est comme ça qu'on fait les cartes. On les voit super bien. Tu regardes à une couleur dans l'infrarouge, puis la Terre est opaque parce que le méthane est là ou que le CO2 est là. Fait que si tu mets ces gaz-là, puis tu coupes une partie de l'énergie qui sortait puis qui s'en allait dans l'espace vers le 3,7 Kelvin, la Terre n'a pas le choix, il faut qu'elle monte, jusqu'à temps qu'elle monte assez que là, elle émet plus d'énergie dans l'espace qu'avant, parce que son écran est plus fort, puis là, elle retombe en équilibre radiatif avec le Soleil. Terminé. Mais je ne veux pas entendre personne qui me dise que le réchauffement climatique, c'est pas vrai, c'est pas man-made. Toi, t'es dans ce domaine-là, la météo et tout. Est-ce qu'il y a un des arguments qu'on entendait souvent il y a un certain nombre d'années, c'était. Puis moi, je trouvais que cet argument-là était quand même logique, mais j'ai pas accès. Là, je sais que c'est vrai, le réchauffement climatique, là, mais l'argument, c'était est-ce que la qualité moindre des données il y a, mettons, 100 ans expliquerait les écarts de température? Comment on fait pour savoir qu'il y a 100 attends, don't get me wrong. mettons, si on se réchauffe d'1 degré depuis 100 ans, bon. Tu as tout à fait raison. Par-dessus le phénomène de réchauffement climatique causé par l'augmentation des GES, il y a d'autres phénomènes qui font changer la température de la Terre. OK? Le phénomène de réchauffement accéléré qu'on connaît là, lui, on est capable de le simuler. Comme on fait les simulations informatiques, puis on fait de l'intelligence artificielle, là, on est capable de simuler une balle de fer avec une atmosphère qui absorbe avec les raies d'absorption du gaz méthane, nanana. On est capable de simuler, je vais augmenter la concentration du méthane dans l'atmosphère, je vais augmenter l'absorptivité. Quelle va être la nouvelle température d'équilibre de la Terre? Bon, si on était en cours d'éléments finis, mettons modélisation, on serait capable de simuler ça, puis de dire, ben, la nouvelle température de stabilisation de la Terre va être plus 1 degré. Big deal. Plus 1 degré. C'est un résultat tout à fait légitime dans ma simulation. Ouais, mais à l'échelle de la Terre, ça a quand même un impact. Genre, les glaciers fondent en Europe, oui, c'est sûr. Mais big deal. Par contre, il y a des phénomènes qui ont. La température de la Terre, ça n'a pas été stable là, dans le passé. Puis on n'a pas eu besoin de l'être humain pour jouer au yo-yo avec la température. Puis elle a changé beaucoup. Fait que, je veux dire, il y a d'autres phénomènes. On ne comprend pas tout très bien les aires glaciaires, comment ils sont arrivés. On comprend que si tu peintures la Terre blanche du jour au lendemain, ben, sa source de chaleur, qui était le soleil, elle retourne dans l'espace. Fait que là, elle est comme plus capable de se réchauffer. Elle est en aire glaciaire. Elle est comme pognée dans son aire glaciaire. Alors que si tu enlèves toute la neige, ça, on appelle ça le positive feedback, ben là, il y a plus de soleil qui rentre parce qu'il n'y a plus de neige qui ressort l'énergie en réflexion. La neige, elle est le fun, elle laisse pas rentrer, elle réfléchit tout de suite. Tu n'as pas besoin de l'absorber, monter ta température puis de le remettre. Tu le regaroches tout de suite, tu ne l'as même pas absorbé. Fait que, il y a tous ces phénomènes-là de la Terre que j'y garoche un coating de neige à grandeur, elle reste pris là-dedans, elle n'est plus capable de sortir de son aire glaciaire parce qu'elle absorbe juste pas de chaleur. Ou j'y en mets pas pantoute, puis là, elle reste pris dans le chaud parce qu'elle n'est pas capable de faire d'hiver puis avoir une partie de sa saison. Fait que la température s'est promenée entre ces yo-yo-là. Puis ça, c'est pas tout très bien compris pourquoi c'est arrivé dans le passé. C'est-tu parce que le système solaire a passé d'une région où la Terre s'est fait stripper de son atmosphère? Y a-tu des volcans qui ont fait un nuage de poussière, ça a fait un hiver, paf, quand le nuage de poussière était parti, tout était blanc, puis la Terre revenait à bout de se réchauffer, puis on est resté pogné dans un air glaciaire de 1000 ans. Il y a toutes ces considérations-là, puis il y a des gens qui font des recherches là-dessus. Mais toute cette incertitude-là liée à l'historique de la température, qui est réelle, il ne faut pas que ça nous enlève les yeux de sa balle de ce qui se passe présentement, qui est très réel aussi. Là. C'est deux choses qui peuvent être en même temps. Là. Oui, puis je veux dire, la vie a apparu et évolué en dépit de tous ces changements de température-là. C'est pas grave un changement de température de 1 degré Celsius
à l'échelle de la Terre puis du vivant, ce n'est vraiment pas grave. Ce qui est problématique, c'est que les espèces ont changé au cours de l'histoire en fonction de changements de climat. Tu sais, une espèce s'adapte à son climat. Un lézard, ça n'a pas de poils, c'est pas capable de vivre dans le fret. Un autre bébé, elle, s'il n'y a pas d'eau puis d'étang, elle ne survivra pas. Ça va être long, long, long avant qu'elle immigre vers une région. T'sais, si les changements arrivent doucement, très lentement, les espèces creep se déplacent, puis là, mettons, l'arborescence de telle espèce qui évolue depuis 5000 ans, elle va survivre parce qu'elle va s'être déplacée dans un autre habitat, puis tout. Mais si le changement arrive rapidement, il y a des espèces qui ne feront pas la transition. Genre l'ours polaire, peut-être qu'il va réussir à faire la transition pour arrêter de manger des phoques, puis il va se mettre à manger des fruits, puis je veux dire, il va continuer. Peut-être qu'il ne passera pas au travers, puis la population va juste comme s'éteindre. Puis des Mhm. espèces animales qui se sont éteintes dans le passé, il y en a eu des milliers, là, à cause Mhm. de changements climatiques. Les Mhm. dinosaures, c'est les changements climatiques qui les ont déterminés. Puis on n'a pas besoin de l'être humain pour faire ça. Fait le seul, ce qui est psychologiquement ou philosophiquement poche, c'est que c'est nous autres qui avons le doigt sur ce problème-là. Puis si on fait une extinction, mettons, massive des espèces à cause de notre occupation du territoire, puis tout, ben, on est un peu l'artisan d'une extinction puis de changements qui font en sorte que les villes ne sont pas construites à la bonne place parce que là, on a tout construit les villes sur le bord de l'eau, mais là, si l'eau Mhm. monte, c'est un problème. Puis là, les centres de ski sont là, mais là, il n'y aura plus de centres de ski. Tu sais, économiquement, c'est un moyen cancer, cette affaire-là. Ouais. C'est, si tu m'avais mentionné, justement par rapport à ça, avec le niveau économique puis la qualité économique de la météo, tu m'avais mentionné plusieurs choses. Ça m'a comme fait penser à ça, ce que tu viens de dire, là. Mais, tu sais, justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu justement des exemples de monétisation? On change un peu de sujet, là. Des exemples de Ouais. monétisation importantes pour la météo. On a tendance à penser que c'est gratuit. Puis moi, quand je pense à quelque chose qui est gratuit, je pense que ça n'a pas de fond, puis que c'est peut-être cheap, puis que ça peut pas comme survivre, puis être de qualité. Mais la météo, c'est comme l'inverse, je pense. Mais au Canada, ça me coûte pas cher la météo parce qu'on ne dépense pas pour les satellites de météo. Fait on a Ouais. toutes les données gratuites, on est chanceux. Là, Ouais. Trump, il nous a pas coupé de ça. Il aurait pu décider, sérieux, de dire moi, c'est fini, le OK. Canada, vous n'avez plus de données météo. Puis là, Météo Média ou Environnement Canada, il aurait fallu qu'ils achètent leurs données météo des Américains. Mais là, on les a gratuits à travers l'ONU puis un organisme qui s'appelle la World Meteorological Organization. Mais on paye quand même pour Environnement Canada qui roule son propre modèle. Fait qu'ils ramassent les données météo de tout le monde, le modèle digital de l'atmosphère, puis là, ils roulent là un propre modèle eux autres. Fait qu'il y a le modèle d'Environnement Canada. Mettons, les agences comme Météo Média sont pluguées là-dessus. Ils ramassent les outputs du modèle d'Environnement Canada, ils ramassent les outputs du modèle de NOAA, de l'Europe, puis ils font leurs prévisions avec ça. Mais pour nous, ça a une connotation plus sport et loisirs. Vas-tu mouiller, je sors-tu tantôt, on cancelle-tu un entraînement, une partie de soccer, quelque chose. Mais pour un gros segment de l'économie, la prévision météo a une valeur financière très forte. Par exemple, je parlais avec un gestionnaire à un moment donné de Énergie de France qui me disait, en France, ils font leur énergie avec le nucléaire. Puis une centrale nucléaire, ce n'est pas une valve sur un barrage que tu ouvres et que tu fermes pour augmenter la puissance électrique ou la baisser. Il faut que tu partes un réacteur nucléaire ou que tu ralentisses une réaction nucléaire. C'est pas simple. C'est quelque chose que tu fais sur le long terme. Euh, Puis lui, il me disait, nous autres, on roule constamment des modèles de prévision de load électrique sur le network parce que une différence de 1 degré Celsius, mettons en saison froide, à l'échelle de la France, c'est l'équivalent de mettre à on ou à off un réacteur nucléaire complet. Ouais, Fait que c'est énorme, hein. nous autres, là, on est constamment en train de prévisionner ça va être quoi la load, soit en été à cause des climatiseurs, soit en hiver à cause du chauffage, même s'ils sont quand même pas mal au gaz, euh, pour adapter puis ajuster puis prévoir, OK, j'allume un peaker, une station au charbon ou au gaz pour aller compenser parce qu'il faut qu'il adapte la production à la demande. C'est très complexe. Au Québec, c'est plus facile à cause des barrages, mais c'est un job assez difficile, ça, de planifier ça. L'autre élément, ça serait les ouragans. Euh, les dommages associés aux ouragans. Le fait de dire à une population, ben là, sur 200 km de large de tranchée, là, vous allez placarder vos maisons et évacuer. Puis tous les commerces, vous allez fermer pendant une semaine. Ça vaut de l'argent à tabarnache. Ça.
Tu es Ça coûte capable de cher, se dire, ouais. ouais, finalement, non, ça va être juste comme les 40 km de large, puis juste sur telle région. La valeur économique de la précision de ton évacuation, puis c'est immense. Pour les assureurs, les dommages, de permettre aux gens de préparer tout ça, ça a Ouais. vraiment, vraiment une grande, grande valeur. Là. Regardez des images d'ouragans qui rentrent aux États-Unis, là, puis des bateaux de riches dans des marinas qui valent des millions, là, tout empilé par-dessus les autres. Là. Je veux dire, s'il avait pu mieux prévoir, peut-être qu'il aurait sorti sur un trailer puis il l'aurait monté 100 km plus haut, ou l'assureur il aurait dit moi, là, si l'annonce d'évacuation elle sort une semaine avant, je considère que si tu n'as pas sorti ton bateau, je ne t'assure pas. Ah, OK, je vais le sortir. Mais sans dire, tu sais, seulement au niveau. Là, tu sais, je t'ai posé la question par rapport au niveau monétaire, mais tu sais, tout ce que tu dis là, ça s'applique aussi au niveau peut-être humain et sécurité. Tu sais, il y a vraiment un énorme niveau de sécurité qui peut être augmenté justement s'ils savent qu'il faut qu'ils placardent une semaine à l'avance. Tu sais, ça peut vraiment aider, j'imagine, sauver des vies littéralement, là, j'ai l'impression. Fait que, Oh, oui, c'est Save euh, Lives. C'est l'argument de la NOAA pour maintenir le support du Congrès envers les grands projets satellitaires là, qui coûtent vraiment cher, là, c'est New sensor will save more lives. Puis là, ils sortent les morts qu'il y a eu dans telle inondation, dans tel ci, dans tel ça. Puis si, quand il arrive une catastrophe, puis que tout le monde évacue trop tard, puis que là, ça fait un traffic jam, puis là, tout le monde est poigné dans la tempête, là, parce qu'ils ne sont pas capables de sortir. Là. Ben, évacuer d'avance, puis évacuer la bonne place, pas trop évacuer de monde pour rien. C'est toutes des affaires reliées à la prévision. Euh, les passages d'orage, de tornades, d'éclairs. Il y a beaucoup de facteurs. Mettons une station électrique, ben, s'il y a un éclair qui tombe et qu'il est à on, peut-être qu'il y a un transformateur qui va sauter, mais s'il l'avait débarqué du réseau dans cette zone-là, peut-être que ça aurait été plus safe. Il y a toutes sortes de mesures par rapport à ça. Fait que c'est ça, une meilleure prévision, ça va beaucoup plus loin que les activités de plein air de fin de semaine. ouais, vraiment. Ouais, c'est ça qui est proche de nous, fait que c'est ça à quoi on pense, mais c'est ça, il y en a vraiment plus. Euh, Hydro-Québec budgète en fonction des bassins versants. ah, Je veux dire, quand d'eau qui va arriver dans le barrage, je peux-tu continuer à vider le barrage ou s'il y a de la pluie qui s'en vient dans une semaine? Parce que s'il y a de la pluie qui s'en vient, je peux garder la valve ouverte, c'est pas grave, tout va se remplir pendant la semaine à venir, puis là, tu sais, ils gèrent avec ça. Là. c'est. Ouais. Fait que, il y aura une valeur énorme reliée à ça, là, j'ai l'impression. Tu sais. Ouais. Est-ce que, là, avant qu'on s'en aille, on commence à s'enligner vers la fin. J'aimerais ça peut-être, avant d'embarquer dans peut-être les ouvertures là, vers le futur de la météo, j'aimerais te demander, on a comme sauté un peu le sujet avec tous les sujets variés qu'on avait. Là. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, tu sais, peut-être rapidement ou sommairement, les sortes de capteurs qui sont dans ces instruments-là, dans les satellites ou dans les ballons? Ouais. Tu sais, les données qu'on prend, les mesures, on les prend avec quelle sorte de capteurs? Et aussi, euh, dans le fond, c'est comment un peu ça fonctionne le traitement de ces données-là? Tu as parlé rapidement des algorithmes, on achète des outputs de données à d'autres pays puis qu'on les traite nous-mêmes là, au Ouais. niveau Ben, en fédéral. fait, il y a deux sortes de senseurs principaux sur les satellites. Tu as les imageurs, qui sont carrément des caméras, on va dire, visibles, là, qui photographient le nuage. Bon, tu veux savoir la couverture nuageuse est où, parce que ça affecte l'ensoleillement, le réchauffement en dessous, puis ça joue dans le modèle. Parce que quand il y a un nuage, c'est comme de la neige. Le soleil il tape sur le nuage, puis il repart dans le visible. C'est pas de la chaleur qui est emmagasinée par le sol. Il fait moins chaud quand il y a un nuage. C'est parfait. Mais ça joue dans le modèle météo. Tu sais. L'air chaud, les vents, il faut tout qu'ils tiennent compte de ça, comment est-ce qu'il y a le chauffage qui va arriver à temps. Fait que c'est un modèle vraiment compliqué. C'est toute une soupe à brasser, les modèles météo. Fait que les imageurs sont très importants pour couverture nuageuse. Ensuite de ça, ils vont rajouter certaines bandes pour. Ça ne sera pas juste un trois couleurs, rouge, bleu, vert. Là. Ça va être des imageurs, mettons, une douzaine de couleurs, dont certaines couleurs qu'on n'est pas capable de voir. OK. Fait que ça, c'est un senseur quand même important. On peut aussi voir, en le déplacement des nuages, on voit la vitesse du vent à la hauteur du nuage. Fait qu'il y a plein de sous-produits qu'on peut déduire à partir des imageurs. Le deuxième senseur les plus importants, c'est les sondeurs. Les sondeurs, c'est les carotteurs atmosphériques là, qui sortent les propriétés physiques de l'atmosphère. Tu en as deux sortes en orbite basse. Tu as les microwave sounders. Fait que là,
c'est comme un radar qui est dans le satellite, puis lui, il beam à terre, puis il regarde l'écho, puis il est capable de, mettons, il y aurait des grains de pluie, ben là, il va suivre les grains de pluie, comment ils se déplacent. Il peut, OK, en wow. analysant son écho-radar, il est capable de dériver des propriétés de l'atmosphère. Ah, Ça, c'est le ouais. microwave sounder. Puis après ça, tu as le infrared sounder, qui lui est passif. Le infrared sounder, lui, c'est une caméra infrarouge qui regarde la brillance de l'atmosphère. Fait que c'est comme une caméra de vision de nuit, là, où est-ce que les chasseurs ils voient un animal chaud puis il est brillant. Là. Mais là, nous autres, la caméra est tunée pour que c'est quand l'atmosphère est chaud que c'est brillant, puis quand l'atmosphère est froid, c'est moins brillant. Puis on regarde, c'est des spectromètres infrarouges là, maintenant. Là. Puis ce qui arrive, c'est que dans certaines couleurs, l'atmosphère est opaque, tu ne vois pas à terre. Parce que c'est la couverture, c'est l'effet de serre. L'atmosphère. Je veux dire, la chaleur de la Terre, elle veut sortir, mais elle n'est pas capable. C'est bloqué par l'atmosphère, elle absorbe. Fait que ce que tu vois pas la Terre, tu vois la boule d'air. C'est ça que tu vois. C'est drôle. Puis, fait à certaines couleurs, tu vois le top de l'atmosphère, parce que tu vois le top de la boule. Comme nous autres, on voit le soleil, on voit l'extérieur de la boule du soleil. On voit. Puis, dans d'autres couleurs, là, tu vois la Terre. Fait que si tu as assez de résolution entre les deux, là, c'est comme si tu passes de en haut à en bas, en haut à en bas, puis tu fais ça à plein de places à côté des raies d'absorption. Tu finis par être capable de monter un modèle en couche d'oignon qui réplique exactement la série de mesures que tu fais de brillance thermique de l'atmosphère, soit sur le dessus, soit à terre, soit dans le milieu. Puis là, tu viens à bout de faire un modèle cohérent avec tout ça. Ça, c'est les sondeurs infrarouges. Puis eux autres, ils n'ont pas besoin de lumière. Ils regardent la self-émission de la Terre, la brightness emission. Ils sont calibrés avec un black body, c'est une espèce de plaque noire qu'on chauffe. Puis là, lui, en fait, c'est pas un thermomètre. Il fait juste regarder l'énergie qui s'en va vers lui, mais on y met un black body dans la face que lui, on contrôle super bien la température. Puis on connaît super bien son émission. Fait que lui, on lui dit, regarde la brillance de lui à côté, là. Puis lui, c'est 20 degrés Celsius. Puis là, on y en monte un autre, puis on lui dit, lui, c'est 10 degrés Celsius. 0.00. Ou celui-là, c'est 20.27. Plus ou moins 0.01, genre. Puis là, gradue ton échelle, là, puis regarde à terre, puis là, sors-moi la brillance atmosphérique avec ce que tu viens de vérifier là, dans le satellite. Là. Fait que ça, c'est les sondeurs infrarouges. Nous autres, on est spécialisés là-dedans à faire ce genre de senseur-là. Après ça, tu as un autre senseur qui est le Lightning Mapper. Ça, c'est un imageur à éclair. Puis il prend des images à terre, puis il refait la même image comme stroboscopique. Là. Puis à chaque fois qu'il y a un pixel qui allume parce qu'il y a eu un éclair, clac, il envoie l'information au sol. Fait qu'il ne download pas les images, il donne les informations spatiales temporelles des flashs de lumière. Puis ça fournit une map de tous les éclairs à grandeur des États-Unis. Là. Pendant tout le temps, il y a des orages aux États-Unis. Ouais. Lui, il est surtout dans le géostationnaire. Ça existe, ça, j'ai déjà vu ça, des lightning maps. Là. Tu peux checker sur Internet, lightning maps, Oui. je pense, que ça dit en temps réel, tous les éclairs partout, C'est quasiment le dans le Lightning monde. Mapper géostationnaire qui sort OK. ça. Wow, OK. Fait que lui, c'est ça, il check les flashs Oui, en temps puis lui, réel. c'est vraiment... il download pas ses images, il download les informations de flash. C'est plus facile à encoder. Ah, ouais. Puis il fait la soustraction lui-même en orbite, toc, 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 puis il dit les flashs sont où, puis sont quelle intensité, puis à quel moment, puis là, les images que tu vois au sol, c'est des images reconstituées avec l'information des flashs. Là. C'est ça. C'est ça que tu m'as mentionné. C'est ça, c'est une énorme soupe de capteurs, de données. On met tout ça dans un modèle énorme avec plein de. C'est 3D, ça change dans le temps, puis après ça, on fait des prédictions. Les avions. Ouais. Les avions sont équipés. Tu sais, quand ils volent, là, c'est des maudits beaux. C'est des maudits beaux thermomètres, ça, là, à toutes sortes de hauteurs. Ils montent, ils descendent, ils ont les vitesses des vents parce qu'ils regardent leur vitesse par rapport au sol, puis ils regardent leur vitesse, mettons, anémométrique, puis ils disent, voyons, si j'ai dormi un gros vent de face, ça me j'avance pas. Fait qu'ils ont toutes ces données-là, puis tous les avions sont équipés de capteurs qui feedent des données au modèle météo mondial. Ah ouais. Tant Ouais. qu'à les avoir dans le ciel, on va en profiter. Ouais. Fait qu'eux autres, ils feedent des données d'initialisation atmosphérique puis de validation, les ballons sondes, les senseurs au sol, qu'on disait les petites stations météo, les bouées qu'il y a en mer sont équipées de baromètres, même ils mesurent la swing de la bouée. Fait qu'on sait c'est quoi la hauteur de la vague. OK. Fait que ça donne une
une information sur la swell en mer. Tu sais, moi, mes jeunes, ils regardaient le Surf Forecast aux États-Unis. Là. Le Surf Forecast, il vient en partie des bouées en mer qui build up un modèle de surface de mer. Fait que, le modèle il est multidimensionnel. Je sais pas, il y a 1000 personnes qui travaillent là-dessus à NOAA. Là. C'est fou raide. Est-ce est-ce que le futur de ça, c'est d'avoir sur nos, mettons, nos montres intelligentes, chacun avoir tous ces capteurs-là miniaturisés pour avoir encore plus de données d'initialisation? Ce qui va être hot, là, ça va être l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle est bonne quand il y a trop de données, puis on a de la misère à tout faire les corrélations qu'il faut. Fait que les équations pour rouler ce modèle-là, là, ça a donné mal à la tête. Là. Ouais, ça doit. Fait que, puis je veux dire, à un moment donné, il y a toutes sortes de phénomènes. On parle de l'effet papillon, là, tu sais. Un papillon bat des ailes ici, puis dans une semaine, à 1000 km, il va y avoir un ouragan à cause d'un effet de. Tu sais, bon, c'est caricaturé, mais c'est un peu ça la météo. Là. C'est une succession d'événements probabilistiques qui, à un moment donné, font que il y a un ouragan qui s'est parti là. Tu sais, puis il y a eu ça. Fait qu'une intelligence artificielle là, que tu éduques en continu avec une foule de données réelles de Aziz, qu'est-ce qu'est l'atmosphère maintenant. Puis elle s'amuse à faire toutes sortes de prévisions avec toutes sortes de corrélations. Puis elle regarde ceux qui marchent. Ah, tiens, parce qu'après ça, tu le Ouais. feeds avec c'est quoi qu'il y a eu vraiment comme température. Elle va Ben oui. apprendre, elle va apprendre, elle va apprendre, elle va apprendre. Crive, dans 10 ans, là, moi, je pense qu'on va avoir de la météo à tabarnache. Là. Mais c'est Parce comme. que Ouais. l'intelligence artificielle, elle va devenir bonne en maudit, Ah, bien meilleur que, mettons, les équations qu'on aura programmées. On va avoir tiré des corrélations qu'on n'avait pas vues, puis avoir retrouvé un peu la saveur du gars qui disait Ah, moi j'ai un feeling qu'il va ouais, arriver telle affaire. Puis les modèles, ils se trompent tout le temps. Les on le modèles, ils se saura trompent tout le pas. temps. Parce que Ouais. lui est Ouais. meilleur. Ça se peut que le modèle qui Hmm. fait purement appliquer les équations, il oublie des paramètres dans une région, puis il se trompe tout le temps systématiquement. Ça se peut, ça. Mais l'intelligence artificielle, elle va le pogner tout de suite. Mais tu sais, comme on disait tantôt, tu sais, c'est ça, toutes les données, mettons, les États-Unis gardent toutes les données brutes, tu sais, ils ont des archives sûrement énormes de ça. Fait que ça veut dire qu'on pourrait entraîner les modèles avec Ben ces oui, vraies données-là, tu sûrement, peux là, qu'on entraîner a les sorties algos, de là, données. tu leur fais bouffer comme dans le cinquième élément, là, crunch tout, mettons, les 30 dernières années de données météo, là, Ouais. puis apprends sur qu'est-ce qui est vraiment arrivé. T'as dit dans. Dire ça, là, puis là, Ouais. prédis-moi demain qu'est-ce qu'il va faire avec ce que tu as appris des 30 dernières années. C'est quoi, t'as dit? T'as fait une référence au cinquième élément, là. Je l'ai déjà Mais tu sais, vu, le là, mais je film, me là, rappelle pas. Ouais. la fille, elle se réveille, là, puis elle est comme, c'est comme genre super humaine, là. Puis Ouais. là, elle a manqué 50 années, là, puis là, il donne des disquettes sur toute l'histoire de ce qui Ah, est ok. arrivé, puis là, elle bouffe les disquettes, là, mais en information, elle se fait comme transférer ça, puis là, OK, c'est beau, chargé, je sais qu'est-ce qui est arrivé dans les 50 dernières années. C'est comme et tout dans, ouais, dans la matrice aussi, là, il apprend le Ouais, kung fu, ouais, ouais, il se tu fait sais. changer le programme, là. Ouais, le Paf! OK, programme, c'est ouais. beau, je l'ai. Ça peut penser à ça, c'est ça. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans le podcast Accès Innovation, quasiment à chaque épisode, on a une capsule cinéma. On parle tant au moins une C'est fois ça. d'un film. Fait que là, c'est fait, puis c'est toi qui. T'es la première fois que c'est un invité qui le mentionne. Fait que je suis content d'être ça. Fait Mais que, cinquième élément, je pense qu'elle l'écoute en accéléré le film. Genre, il donne des nouvelles, là, ou je sais pas trop, là, puis elle écoute ça, c'est comme un genre de Wikipédia en accéléré vidéo, là, puis là, elle écoute ça. Mais dans Matrice, lui, c'est plus hot, ça le fait charger direct dans le ah cerveau. ouais, Là. c'est ça, c'est fou, ouais. Ouais, fait que. Ouais, non, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça, l'IA, c'est ça. Fait que de ce que tu dis, c'est ça. Fait que le prochain bond dans le futur par rapport à les techniques de météo, c'est probablement l'intelligence artificielle. On peut probablement Puis appliquer ça. le gap, il est plus fort parce que les météorologues, c'est des top programmeurs. Puis je le vois, là, l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de conférences, puis de papiers, puis de posters dans les conférences que je vois. Moi, je vois dans la conférence American Meteorological Society Meeting, là, c'est une mer de scientifiques, puis des posters, là, il doit en avoir 1000 là, d'étudiants en maîtrise pour doctorat, puis de plus en plus, on voit du stock sur l'intelligence artificielle. Fait que on est comme au balbutiement, là, parce que l'intelligence artificielle est plus dans, mettons, conduite automobile, les drones, euh, d'autres domaines, mais ça va suivre la météo, là, c'est sûr, sûr, sûr. OK. Génial, ça. Fait que ça veut dire, bon, la qualité des instruments, la qualité des modèles va continuer d'augmenter. Fait que Puis, c'est pas mal ça, le bon technologie qu'il va y avoir. Y a-tu d'autres bons ben, ou on a-tu déjà fait le bon? il y a une dimension à ça. Des fois, on propose au gouvernement un instrument plus puissant, qui est capable de sortir plus de données. Puis là, le gouvernement nous dit, ben, aux États-Unis,
Ça vaut pas la peine que je dépense 500 millions pour ce Hmm. nouvel instrument-là. On ne sera pas capable de cruncher les données. Ouais. Tu vas générer beaucoup plus de données, mais on ne sera pas capable de l'utiliser tout de suite parce qu'on n'a pas encore démontré notre capacité à digérer ces données-là dans la soupe du super modèle météo, parce qu'il faut tout tu mettre en commun. Puis ils ont bien peur. T'sais, une fois qu'ils ont validé tous les senseurs puis qu'ils brassent la soupe pour la prévision, là, tous disent hey, moi j'ai des nouvelles données de température. C'est pas comme ah oui, mets ça dedans. Non, non, non. Oh, t'as pas, toi là, il n'est pas question que tu gâtes la soupe. Là. T'es-tu bien sûr que c'est bon tes données? OK, ouais. Puis là, La soupe est équilibrée là, parfaitement. Là. tu veux dire, c'est pristine là, le stock qu'on met là-dedans. Là, parce qu'une fois que tu as rentré, là, on ne sait plus comment tu vas le contaminer, toi là. Fait que quand il y a un nouveau senseur qui arrive, là, pendant des mois, ils font des études en parallèle avec ou sans les données additionnelles de ce senseur-là pour savoir est-ce que la prévision s'est améliorée ou pas. Parce que si elle ne s'est pas améliorée, là, c'est pas bon. Soit les algos sont pas bons ou les données du senseur sont pas bonnes, mais on le veut pas dans la soupe. Parce qu'ils corrompent le modèle. Ils corrompent la prévision. Fait que là, pendant longtemps, ils vont analyser, puis ils vont faire ça. Nous autres, nos spectromètres, ils arrivent, puis ils te créent, mettons, 1000 maps de la Terre à des couleurs différentes. Mais là, ils vont les analyser une par une. Ah, la map 2, on va voir si elle est bonne. Tu sais. Ah, la map 3, puis c'est long, là. Fait que là, quand on dit, ah, on va produire un senseur plus puissant, ah non, c'est trop de données, là. On ne sera pas capable de tout gérer ça. Attendez, ouais. On Mais est comme trop l'intelligence rapide. artificielle, elle va être capable d'accrocher tout Ouais, ça. c'est ça. Fait que là, on va pouvoir dire, ah, je vais te donner bien plus de données de météo que ça, alors que présentement, quand même qu'on voudrait en donner plus, il ne serait pas capable d'en digérer plus que ça. Wow, je trouve que c'est ça, ça fait pas mal de tour honnêtement de ce qu'on voulait parler, puis je trouve que ça termine bien parce que j'avais peur là, qu'on n'aurait pas la chance, c'est ça, d'embarquer un peu plus dans le concret comme tu viens de le faire. Fait que je trouve que c'est une belle manière où on pourrait potentiellement terminer le podcast. T'avais-tu d'autres choses que t'aurais aimé parler ou t'aurais aimé mentionner là, avant qu'on termine? Ben, une autre dimension qu'on voit apparaître, qui est potentiellement intéressante puis qui nous touche parce qu'on est là-dedans, là, c'est que toute la révolution du satellite privé, là, l'Internet, Elon Musk, Starlink, ça a des répercussions dans d'autres sphères que Internet satellitaire, là, qui est observation de la Terre. Puis autant où les satellites météo, ça a toujours été des gros satellites gouvernementaux chers, puis il n'y en a pas beaucoup. Autant où là, il y a des privés qui disent hey, moi, je vais lancer une constellation de 100 satellites avec des senseurs météo. Au lieu de renouveler la météo 3 fois par jour là, par tes satellites d'orbite polaire, moi, je vais la renouveler 100 fois par jour. Oh, parce que je vais avoir full de satellites qui vont observer la Terre en tout point, en tout temps. Fait que, tantôt je parlais d'IA, mais la révolution du spatial privé où on lance des satellites à 5 millions ou sub 5 millions, en haut opérationnel, là, ça aussi, là, ça va être transformative. Là. Puis nous autres, dans notre industrie, dans mon secteur, moi, c'est ça ma job, de se placer aux avant-postes parce que cette vague-là, elle arrive, puis ceux qui vont être capables de fournir les senseurs pour être assis là-dedans, dans ce train-là, ben, Ouais, c'est ça. ils vont avoir toute une ride. Là. Il y a un gain, ouais, c'est ça. Puis ça, c'est ça toute la question du Space 2.0. Justement, on a fait un épisode du podcast là-dessus dans le passé. Puis c'est ça, c'est assez incroyable, ça, la privatisation de l'espace. Fait que les genres de géants, tu sais, les gouvernements, c'est gros, là, mais les domaines privés, c'est encore plus gros des fois. Là. Il y a encore plus de budget. C'est plus agile. Agile, ok, ouais, Ah oui, parce moins que les autres, lourd. quand tu joues dans une mission spatiale, tu joues avec l'argent des payeurs de taxes. Le gouvernement ne peut pas se permettre de failer puis de prendre des risques. C'est pas son argent. Puis l'opposition va être le premier à dire ah, tes organismes ne savent pas gérer, tes ministères, c'est n'importe quoi, blablabla. Fait que l'accountability fait qu'il faut qu'ils s'assurent que la job va être bien faite. Mais en voulant s'assurer que la job va être bien faite, ils demandent un paquet de checks, un paquet de gates, un paquet de certifications, un paquet de. Puis t'as pas le droit de ci, t'as pas le droit de ça. Fait que ça coûte super cher. Puis plus ça coûte cher, plus il faut qu'ils fassent attention. Parce que là, l'investissement, il est gros. Il ne faudrait vraiment pas que ça foire. Alors que le privé, lui, il coupe complètement court à ce cercle vicieux-là en disant moi, je vais lancer une affaire. L'objectif ultime, c'est que ça ne coûte pas plus que 3 millions. Parce que sinon, c'est. Puis là, si ça coûte 3 millions, premièrement, c'est pas l'argent des payeurs de taxes, c'est mon argent des investisseurs. Puis si ça foire, ben, c'est pas grave, il y en a d'autres.
C'est complètement un renversement de comment voir le spatial. Ouais, la quête, la poursuite du profit, puis le gain qu'il y a derrière ça peut motiver peut-être bien plus que des En employés fait, payés qui perdent de taxes. on le réalise pas tant nous autres, là, mais il y a une classe d'investisseurs, là. Ils sont même pas là pour le profit, là. C'est pas ça, eux autres. Ils sont là, à chaque fois, eux autres, là, dans les décennies, là, ils cherchent c'est quoi la prochaine affaire transformative. C'est juste ça qui m'intéresse. Je m'en fous de savoir si la compagnie va faire des profits. J'en ai rien à cirer. Tout ce que je veux savoir, c'est dans 10 ans, ça va être le boss de l'heure. C'est juste ça qui compte. Puis moi, je vais investir 100 millions dans une compagnie qui, je pense, est dans un secteur qui va devenir le boss de l'heure dans 10 ans. C'est juste des gambles financiers. C'est du capital de risque. Il y a du monde qui ont Ouais, beaucoup c'est ça. d'argent et qui ne savent pas où la mettre pour la Ouais, faire. Ils veulent tous vivre l'aventure Amazon, YouTube. ouais. Ils se demandent tous c'est quoi le prochain Amazon, c'est quoi le prochain Facebook. Puis moi, je veux le pogner quand c'est tout petit, avant que ça devienne big. Puis moi, je vais retirer mes billes big time avant que ça fasse de l'argent. Il y a plein de monde qui Ah, se sont mis riches à côté avec Amazon puis YouTube, mettons, ouais. bien longtemps avant que ça fasse des profits, là, puis que ça soit plein de publicité puis que ça devienne plate. Là. Eux autres, leur argent était fait. Là. C'est Ouais, c'est merveilleux, ça. puis là, ils en cherchent un autre. Fait que le Son ex. spatial privé, présentement, il est fuelé par ces gangs-là qui sont pas tant intéressés à l'espace au final. Ils cherchent juste le prochain Le buzz. buzz, ouais. Wow, ben, c'est excellent. C'est c'est honnêtement une très belle, je trouve une très belle conclusion à ça. Là. Ça fait déjà 1h16 et 15 secondes qu'on roule. Fait que je vais te laisser C'est bon. là-dessus. Mais honnêtement, merci beaucoup. Sérieusement, c'était vraiment génial. Puis merci encore pour ta présence, Frédéric. Vraiment, là, c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment un bel épisode, je trouve. Excellent. Merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.